Auroville il y a 13 mois actuellement. Et j'ai trouvé ici l'endroit où on pouvait réellement s'exprimer en toute liberté. Je suis à Auroville depuis 3 ans et je suis venue chercher une vie communautaire. Premièrement, ici, pas de racisme. Noirs, blancs, juifs, non-juifs, musulmans, non-musulmans. Nous sommes tous sur le même pied de fraternité. Une des autres raisons aussi importantes, c'est qu'ici, vous n'avez pas l'exploitation de l'homme par l'homme. Je suis ici depuis presque 2 ans maintenant et je reste parce que c'est le meilleur endroit pour élever un enfant. Je suis à Auroville depuis 3 ans et j'y cherche la vérité. Je suis ici parce que je m'y suis sentie appelée. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et j'y reste pour mon voyage. Condenser l'espace et le temps pour aller vers l'avenir. Je suis à Auroville depuis 2 ans, je suis français. Et je reste ici parce que c'est la vraie grande aventure. Une ville internationale dans le sud-ouest de l'Inde, à 6 km de Pondichéry, Auroville. Un terrain de 20 km², des bâtiments dispersés et encore rares, une architecture nouvelle, réalisée sans moyens, mais avec enthousiasme, par des hommes qui n'ont pas seulement pour but de construire une cité différente, mais d'instaurer des rapports différents entre les êtres. Le pavillon indien. Une immense étendue parsemée de foyers d'activité. La cité sort tout juste de terre. Il faut parcourir 1 kilomètre, parfois davantage pour aller d'un bâtiment à l'autre. La rue n'existe pas encore. Une ville qui se cherche. La dernière école. La dernière école, parce que l'éducation traditionnelle doit disparaître. Plus de lieux clos du savoir, destinés à tous, enfants ou adultes, l'école sera partout. I am the thief of the silver tree, he groaned. I took it to become even richer, but now I regret it bitterly. Seraphine looked at him compassionately. What happened then? Gratefully, he glanced at her, and then everything poured from his heart. Yes, the silver tree made me much, much richer. Il n'y aura pas de loi d'Auroville et il n'y aura surtout pas de prison, surtout pas de police. C'est non seulement un espoir, mais c'est une nécessité, sans quoi l'expérience d'Auroville ne voudrait rien dire. Le fait de vouloir une organisation qui soit basée sur un changement de conscience dans l'homme implique nécessairement que toutes les vieilles habitudes qui sont dans nos cités, dans nos traditions, disparaissent. Autrement, à quoi servirait de faire une cité expérimentale où doit se définir d'autres critères de vie, d'autres critères de rapport entre les hommes? Vous pensez que toute forme répressive pourra disparaître? C'est la confiance que j'ai dans l'homme, dans son évolution, qui me le fait dire. Et c'est déjà le démarrage de l'expérience en cours qui me fait croire que c'est non seulement possible, mais c'est une
évidence. Auroville est née en 1968. Ses constructeurs voient en elle l'aurore de l'humanité et elle doit surtout son nom au philosophe indien qui l'inspira, Sri Aurobindo. Auroville, adulte, comptera 50 000 habitants. Pour l'instant, un peu plus d'1 millier de volontaires venus de tous les pays, dont une bonne moitié d'occidentaux, ont abandonné derrière eux biens, famille, patrie, pour se retrouver ici à ce rendez-vous de l'inattendu. Vous avez fait comme les Brésiliens à Brasilia. Vous avez construit une ville que vous avez voulu faire habiter ensuite. Pas du tout. Je crois que c'est à la base même du principe d'Auroville. Si les gens qui viennent faire cette profession de foi ne sont pas capables de construire leur propre environnement, ça voudrait dire qu'Auroville est un échec. C'est essentiel que ça soit construit au niveau de l'expérience individuelle. On pourrait situer donc Auroville à l'inverse de la démarche traditionnelle de l'urbanisme contemporain. Dans nos conceptions urbaines, on fait une ville au niveau du papier, au niveau de la conception, la plus intelligente soit-elle, et puis on vient demander à des gens de l'habiter. Là, la démarche est inversée. Des gens vivent une expérience, et c'est à partir de cette expérience que vont s'établir, se créer leurs conditions, leur environnement, leur cadre de vie. Est-ce que vous n'aimeriez pas recevoir de l'argent, des crédits, pour accélérer la construction de ces travaux? Assurément. Une entreprise comme celle-là ne peut se construire que presque dans la difficulté. S'il n'y a pas une maturité des problèmes au niveau des gens qui vivent l'expérience, il semble difficile d'arriver à concevoir que l'ambition d'Auroville puisse être totale et au niveau de ses finalités, de son message. Il faut que ce soit un enfantement presque, je dirais, dans une certaine douleur pour que l'infrastructure humaine nécessaire à cette réalisation se constitue. Le fait de construire des hommes au niveau de l'homme complet, c'est déjà une chose si difficile que ça ne peut pas se faire avec les facilités matérielles que nous avons l'habitude de rencontrer à l'Occident. Auroville ne sera jamais fini, alors? Peut-être pas. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est pas de construire une ville, c'est de construire, encore une fois, des hommes nouveaux. À partir de là, quel est le délai, quel est le temps qu'il faudra? Seul, peut-être, l'avenir va nous l'apprendre, j'espère rapidement. Oui, autrement dit, Auroville et les hommes nouveaux s'élaborent ensemble. Sans doute, c'est évident. En 1910, Aurobindo se réfugie à Pondichéry après avoir été emprisonné pour mener subversive contre l'occupant anglais. C'est là aussi qu'il abandonne la lutte révolutionnaire pour se consacrer au yoga. L'idée maîtresse de sa philosophie, l'homme d'aujourd'hui n'est pas la finalité de l'évolution, il devra être dépassé. Alors naîtra l'homme supramental, seul capable de résoudre définitivement les problèmes individuels et sociaux.
Des disciples le rejoignent à Pondichéry, où en 1926 est créé l'ashram Sri Aurobindo. Sorte de communauté religieuse, les ashrams existent en Inde depuis des millénaires. Dans cette ville coupée en deux par le colonialisme, les rues grouillantes du quartier indien contrastent avec les avenues rectilignes du secteur occidental. Les bâtiments ashramites occupent la plus grande partie du quartier européen. Ils sont peints en blanc et en quelques années, la tache claire s'étend. Une Parisienne, Mira Richard, que tous appellent la mère, s'est chargée de l'organisation matérielle et spirituelle, car les fidèles accourent. Bientôt 2000 personnes auxquelles il faut fournir logement, nourriture et travail. Aurobindo s'enferme dans une chambre pendant une quarantaine d'années. La mère règne, gère les finances, parle aux enfants. La mère entretient une correspondance internationale, reçoit les visiteurs et achète pour la communauté des terrains jusque sur les pentes de l'Himalaya. Je suis venu en Inde à voir qu'est-ce qu'il y avait ici, chez Aurobindo, comme je me disais. Je suis arrivé à la chambre, j'avais mon billet d'aller-retour. Je pensais rester 2 mois, 3 mois, le plus. Après 34 jours, j'ai vu mère, je suis tombé à ses genoux et me voilà, je ne suis plus reparti. Vous avez abandonné Abandonné, plus reparti, je suis resté toujours ici. Même, je peux vous dire, je suis allé 2, 3 fois à Madras. Vous n'êtes plus retourné en Italie? Ah non, plus retourné. Vous avez abandonné toute votre famille? Tous, absolument tous. Vous n'avez plus de contact avec eux? Vous écrivez? Oui, on m'écrit, évidemment. On me considère un fou, évidemment. Ils ont raison de certains côtés, enfin. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ce que j'ai fait consciemment ou inconsciemment pendant toute ma vie. Maintenant, je sais parce que je suis ici, je sais parce que la raison pour laquelle je vis, je sais où je suis et où je vais aussi, c'est tout. Vous savez, on ne peut pas exprimer ces expériences profondes parce que ce sont inexprimables. Il n'existe pas dans le langage parlé des mots qu'on puisse l'expliquer. Et vous pensez que vous, comme tous ceux qui sont à Auroville, cherchent la même chose, avec la même foi, pour une création humaine nouvelle? Je crois, j'espère. Quand vous rencontrez Mère, comment ça se passe? Quand je la rencontre, moi je la vois tous les jours, Mère. Et chaque jour, c'est une expérience différente. Elle vous parle? Oui, quand il a besoin, quand il a nécessité de me parler, elle me parle, oui, évidemment. Mais pas tous les jours? Pas tous les jours, parce que vous voyez, ce n'est pas nécessaire, enfin. Je vous dis sincèrement, je préfère ne pas parler avec Mère. Vous la regardez? Je la regarde, elle me prend les mains, je mets ma tête sur ses genoux, elle me caresse la tête et c'est tout. Vous lui donnez une fleur? Oui, et j'en reçois 4. Tous les jours? Tous les jours. À 3 heures de l'après-midi. Et vous restez longtemps? Cela dépend. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, un quart d'heure, cela dépend. Et vous attendez longtemps pour l'avoir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Parfois 1 demi-heure, parfois 1 heure, parfois 2 heures. Mais attendre la visite à mère, ce n'est pas un poids. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? L'expérience intérieure dont je vous ai parlé. Elle vous aide face à vous-même? Vous voyez, c'est difficile d'expliquer la relation qu'il y a entre les gourous et les disciples, parce que c'est quelque chose de si intime, si profond, que ce n'est pas exprimable en parole. Comment je peux vous expliquer qu'est-ce que c'est l'illumination, qu'est-ce que c'est ce qui descend dans mon cœur? Je ne peux pas vraiment. Mais je vous ai dit quand même avancer. Hein? Et vous êtes un homme heureux, vous avez la paix en vous? Oui, la paix, j'ai la paix. J'ai la paix. J'ai la paix, je suis heureux. Si vous regardez les yeux de ceux qui sont ici, ils ont toujours dans le fond de ces yeux quelque chose de bonheur. Je crois que vous l'aurez observé. Il y a quelque chose qui brille. Ici, plus de nationalité, plus de race. Occidentaux ou indiens, ils ont changé de vie. Par exemple, le mathématicien Sunil. Il vivait au Bengale,
Il ignorait tout de la musique, jusqu'au jour où il entend la mère improviser au piano. Soudain, inspiré, il se met à composer. C'est en 1950 que, selon la formule indienne, Aurobindo quitte son corps. Il est enterré dans la cour du bâtiment principal de l'ashram. Et les fidèles prennent l'habitude de venir se recueillir auprès de son tombeau, couvert en permanence de fleurs coupées. La mère, âgée maintenant de 95 ans, ne quitte plus son appartement qui domine l'ashram et Pondichéry. Chaque matin, des hommes et des femmes patientent des heures pour la voir. Quatre fois par an, elle se montre à son balcon, c'est le darshan. Darshan signifie regard. Les disciples, les auroviliens, les curieux venus de toute l'Inde se recueillent pour cet échange lointain et muet où s'exprime un mysticisme millénaire. Il y a combien d'années que vous vivez ici? J'ai toujours vécu ici. Je suis de 1913. Mon père a fondé ce petit bâtiment, ce petit hôtel en 1891. Ça fait plus de 81 ans, voyez-vous. Et quelle idée vous faites de la France? Vous la connaissez? Pas du tout, malheureusement, mais j'espère un jour la connaître. Tous mes enfants y sont. Mes 5 fils et ma fille. Et vous n'avez jamais mis les pieds sur le sol français? Jamais mis les pieds en France, jamais mis, c'est tout. Et vous savez par exemple qui est le Premier ministre ou le Président de la République en France? Absolument, tous les journaux venaient, je suivais ça de près. Non mais maintenant, Oui. par exemple. Maintenant, oui, c'est M. Pompidou. Oui, et vous savez quel est le nom du Premier ministre? Chaban-Delmas. Ah non, vous avez quelques mois de retard, c'est M. Oui, Mesmer. Ah non, c'est le nouveau, là je ne le connais pas. Oui. Racontez-moi un peu. Voilà, en ce moment-ci, c'était la statue du Plex. Elle a été enlevée et posée chez le consul maintenant. Oui, et là, c'est la statue de Gandhi. Là, c'est la statue de Gandhi, c'est tout. C'est un peu plus normal qu'il soit là que ce soit Exactement, duplex. Oui, voilà. Là, se trouvait duplex, voilà, il reste encore le piédestal. Ouais. Oui, Survivance du passé. du passé. Mais duplex, c'est toujours dans Pondichéry, on n'a pas enlevé ça. Non, 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 elle est au consulat pour le moment, c'est tout. Alors, dites-moi, vous voyez tout de même beaucoup d'Occidentaux et de Français. Énormément. En raison de la création de l'ashram. Exactement, oh, énormément, c'est tout. Des Français, des Anglais, des Américains, des Allemands, Ouais. des Chinois, des Italiens, des Japonais, bref, la cosmopolite. Ouais, bref, des personnages assez comiques aussi souvent, non? Un peu, si Un vous peu voulez. drôle. Oui, un peu, on les voit circuler un peu dans les rues avec des costumes assez bizarres. Ouais. C'est tout. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour ressembler à des Indiens. Oui, Indiens, c'est tout, oui. Ils veulent se faire passer des fois pour sannyasi. Ouais. Oui. Dites-moi, à la tête de tout ça, il y a une Française Oui. qu'on appelle la Madame mère que nous Alfassa. avons rencontrée. Exactement. Comment dites-vous? Madame Alfassa. Vous l'avez C'est tout. connue quand elle est arrivée? C'est une demoiselle née Alfassa qui a Ouais. épousé M. Paul Richard. Oui. M. Paul Richard est arrivé en Pondichéry. Il a du mal, là, non? Oui, non, ça veut dire du slam. Oui, quand il y a un que de moi, l'homme hein, c'est tout. Vous parlez tamoul aussi? Oui, 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 je parle tamoul. Je n'écris pas, mais je ne lis pas, mais je parle tamoul, d'habitude.
Alors elle est arrivée en quelle année? Elle est arrivée avec son mari, M. Paul Richard. En quelle année? Ça doit être vers 1917. Oui. Ça doit être vers 1917. Oui. M. Paul Richard est arrivé ici pour ses élections de député. Et puis il a quitté Pondichéry, il n'est jamais plus revenu. C'est Mme Alfassa qui est revenue après. Qui a vécu avec Aurobindo jusqu'à la fin, c'est-à-dire en 1952. En 52, c'est à cette date, oui. C'est dans cette année-ci que M. Sri Aurobindo est mort. En 1952. Mais elle était déjà à la tête. Ah oui, elle a toujours été à la tête, c'est tout. C'est une femme forte. Ah oui, oh, oui, c'est une femme de tête. Une forte personnalité. Exactement, c'est tout, oui. Ça, je l'ai su justement parce que je connaissais la femme d'un consul et il m'est revenu qu'elle aurait dit « Un jour, j'aurai tout Pondichéry ». Et je crois bien que c'est vrai. Et elle a réussi à avoir sous sa responsabilité à la fois presque tout Pondichéry sur le plan matériel et sur le plan des consciences et des âmes, parce que les gens lui sont dévoués totalement. Oh, énormément, oui, énormément. Ça, je sais très bien. C'est une infirmière diplômée qui est arrivée ici pour l'hôpital de Pondichéry. Elle me disait qu'elle avait voyagé avec monsieur Maurice et qu'il avait dit « Ma mère est déesse aux Indes ». C'est pratiquement le cas. Exactement. Et là, on peut dire qu'elle s'est installée à Pondichéry. Pour de bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour de bon? Elle n'a jamais plus quitté Pondichéry. Et elle s'est occupée de l'ashram. Oui, l'ashram n'était pas ce que vous voyez en ce moment. Elle lui a donné son organisation. Formidable, comme vous voyez maintenant. Ses boutiques. Petit à petit, exactement. Son commerce. Tout. Épicerie, hôtellerie, papeterie. Ça appartient à l'ashram. Oui, c'est une bonne affaire. Je crois, d'après ce que je vois et ce que vous voyez vous-même. Ça attire pas mal de curieux de l'Occident. Énormément, c'est tout. Ça fait vivre Pondichéry, quoi. Oui, ça fait vivre tout un personnel. On ne peut rien faire à Pondichéry sans passer par la mer et l'ashram. Non, c'est le point, là. Le point important ici, c'est l'ashram. Quelqu'un qui vient en touriste demande qu'est-ce qu'il y a à voir. Oui, j'ai entendu parler de ça, l'ashram. C'est tout. Alors ils vont visiter l'ashram, ça les retient peut-être 1 ou 2 jours encore de plus, parce que c'est grand, c'est vaste. Au début, on pensait qu'ils allaient se localiser rien qu'au nord. Non, ils se sont étendus. Une affaire comme ça ne se laisse pas péricliter. Non, je ne crois pas. C'est trop grand, c'est trop important. Oui. Alors vous voyez, ça s'étend de plus en plus. Femme d'affaires ou chef spirituel, la mère est au cœur de chaque décision. C'est elle qui a voulu Auroville, et c'est elle aussi qui est parvenue à réunir les hommes capables de donner vie à son projet. Aujourd'hui, Auroville sort du domaine du rêve, Auroville devient une réalité. De forme circulaire, la ville sera divisée en 4 zones. Une zone résidentielle avec 3/5 d'habitations collectives et le reste en habitations individuelles. Une zone internationale avec des pavillons de toutes les nations. Une zone culturelle, de communication et de loisirs. Enfin, une zone industrielle. Il n'y aura ici jamais de voitures personnelles, uniquement des transports en commun par voie souterraine. Ces 4 zones convergeront vers le Matrimandir, le temple de la mer. Énorme sphère de 45 mètres de diamètre, recouvert de disques dorés et soutenu par 4 piliers qui viennent d'être terminés. Centre géographique et spirituel de la cité, lieu de rencontre et de méditation, le Matrimandir est le symbole ambitieux d'un nouvel humanisme. Sur ces 20 km², toute une population assujettie à la famine et aux épidémies, les Tamouls.
Certains d'entre eux participent aux travaux de construction. Ils seront soit intégrés à Auroville, soit relogés à la périphérie. Les Tamouls participent avec vous à la création du Matrimandir. En quoi ça les intéresse et en quoi peuvent-ils se sentir concernés par ce que vous faites vous-même? Ils viennent parce qu'il y a une chance pour eux de gagner un peu d'argent. Et pour la plupart, c'est la seule raison qu'ils travaillent ici. Mais nous voyons qu'il y a plusieurs entre eux qui découvrent qu'il y a quelque chose qui est différent des autres endroits. Mais c'est encore un vague souhait, alors que tout autour de vous, dans les villages qui sont ici, il y a encore des gens qui sont en train de mourir de faim. Et il y aurait peut-être d'autres solutions pour eux. Est-ce que vous ne le croyez pas? En quoi Auroville, Matrimandir serviront-ils d'exemple aux Indiens? On peut dire que le Matrimandir est très inutile. Socialement et humanitairement, en beaucoup de sens, c'est inutile. Pour les Tamouls, peut-être maintenant on peut dire que c'est inutile. Dans le cadre d'un approchement mental ou traditionnel. Mais nous espérons et nous expectons que dans la future, ce sera un centre qui a aussi beaucoup d'importance pour le Tamoul. Oui, dans le futur, mais vous n'arrivez pas à mettre encore une date. Et en attendant, il y a des générations qui sont sacrifiées au luxe que vous vous donnez. Ça commence. Et au plaisir que vous faites. Oui, par exemple, ça commence maintenant. Pour les Indiens, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Auroville n'est pas une solution pour le problème du monde d'aujourd'hui. Ça veut dire, ça veut être une base d'un approchement nouvel, d'un monde nouveau, qui sera une solution sur une autre échelle, un autre niveau. Mais ce n'est pas une réponse pour les problèmes matériels de ce monde maintenant. Pas direct. Et vous êtes à la fois un pionnier et un missionnaire, c'est comme ça que vous vous considérez? Un missionnaire, je suis venu aux Indes comme missionnaire chrétien. Maintenant, on n'use pas le mot ici, mais on pourrait le dire. On sont des pionniers, oui. Les Aurovilliens, ces pionniers d'un monde qui n'existe pas encore, ne trouvent dans aucun système politique et social actuel une véritable solution au problème de la faim, de la guerre ou de l'exploitation de l'homme par l'homme. Car ces systèmes ne proposent que des aménagements provisoires. La réponse définitive est dans l'avenir, dans la création d'un homme nouveau. Mais l'Inde d'aujourd'hui, plus de 500 millions d'habitants, le deuxième pays du monde après la Chine. Un être humain sur 7 est indien. En dehors de quelques îlots privilégiés, partout ailleurs, la faim, la lèpre, la malnutrition. Terre sèche, instruments agricoles archaïques, les Tamouls survivent à peine grâce à la pêche, à la culture du riz et surtout de l'arachide. Ces Indiens s'endettent et tombent inexorablement sous la coupe des prêteurs et des gros propriétaires. Est-ce que l'Inde n'a pas besoin plus de Marx et de Mao Tse-tung que de Sri Aurobindo? Non, je crois que l'Inde a besoin plus de Sri Aurobindo que Marx ou Mao Tse-tung. Parce que je suis convaincu que les problèmes économiques, sociaux et politiques de l'Inde, ces problèmes ne seront pas résolus ni par capitalisme, ni par socialisme, ni par communisme. L'Inde a besoin de quelque chose absolument nouveau. Et c'est ce que Sri Aurobindo présente. Et alors, par quels moyens convaincrez-vous ceux qui possèdent les richesses et qui ne veulent pas que ça change? Non, je crois que le monde est arrivé en ce moment au niveau
auquel partout il y a un sentiment qu'il faut chercher une solution. Et cette nécessité dans le monde est pour nous un espoir. Je crois que par la nécessité des événements du monde, ce sera possible. Et sans que la violence bouscule ceux qui ne veulent pas. Non, je ne crois pas qu'il y aura la nécessité de la violence. Je ne crois pas. Alors, la cité d'Auroville oui. est une création qui marque le début de ce changement. Oui, exactement. C'est ce que nous voulons faire à Auroville. Et je crois que si on peut construire cette cité, alors je crois que le monde profitera de cette expérience. C'est une première étape. Et je crois que les gens qui sont venus ici, les gens qui veulent venir ici, c'est un signe de l'avenir. Les premières habitations d'Auroville, des huttes sur le modèle tamoul, avec des toits en feuilles de cocotier. À partir de cette année, on construira en dur. Les maisons coûteront 20 000 francs, mais si le nouvel arrivant ne dispose pas de la somme nécessaire, son logement lui sera offert et il n'aura rien à payer, même pas de loyer. Les constructeurs d'Auroville ont voulu des huttes sobres et dépouillées, adaptées au climat tropical, et ils les ont situées près des lieux de travail. Le travail que nous faisons, nous le faisons bénévolement, et ce n'est pas dans le but de gagner de l'argent ou pour s'attitrer une hiérarchie, c'est simplement parce que le travail nous plaît que nous le faisons. Et vous astreignez à des horaires très sévères, vous travaillez 8 heures, 10 heures par jour pour votre plaisir? Ça dépend du physique de la personne. Il y en a qui n'arrivent pas à travailler physiquement plus de 5 heures. Non, mais vous, par exemple, un matin, vous n'avez pas envie d'aller en face travailler, vous n'y allez pas? Oui, ça peut m'arriver. Très rarement, mais ça peut m'arriver. Et vous n'avez pas de compte à rendre à ceux qui travaillent avec vous? Non, parce que comme nous habitons si près l'un de l'autre, immédiatement les personnes sont informées, quoi qu'on ne vienne pas. Quelle valeur vous donnez, vous, et vous attachez, vous, au travail? Une certaine discipline sur soi-même. Alors que le yoga traditionnel méprise l'action, pour Sri Aurobindo, méditation et travail vont de pair. L'accomplissement n'est pas un ascétisme hors la vie, il suit la route du quotidien et du concret. L'efficacité de chacun est mise au service de tous. Pas de salaire pour le travail accompli, aucune circulation d'argent dans Auroville. Ses habitants sont logés et nourris par la collectivité. Chaque semaine, une liste circule où ils inscrivent ce dont ils ont besoin et qu'ils obtiennent gratuitement. Les nouveaux arrivants vivent une année probatoire avant d'être admis définitivement. Au cours de cette année, ils doivent assurer leur existence matérielle, 2 600 francs au total. Après cette période, la maire décide de leur admission. Ils sont alors pris en charge par la collectivité.
S'il y avait des titres à Auroville, cet homme serait ministre de l'économie et des finances. Pendant 35 ans, il fut le secrétaire de Robindo, qu'il a surnommé Oudard le Généreux. Monsieur Oudard, dans certains pays, on pèse les puissants avec de l'or ou des pièces. Oui. Vous, c'est avec du papier. Oui, oui. Et c'est un papier résistant. Oui, voilà, vous avez vu vous-même comment il a résisté. Et il est fabriqué par l'ashram. Oui, il est fabriqué à main, la main. Ce n'est pas par la machine, c'est fait plutôt par la main. C'est ça qui donne la force. Et c'est une des productions de l'ashram. Oui. Et la force spirituelle doit être entre dans les choses matérielles, c'est ça. C'est ça qui est le but de Sri Aurobindo. Ne pas rester seulement avec la réalisation intérieure, il faut exprimer les choses dans le travail, il faut que les matières aussi répondent à cette force spirituelle. Comme ça, vous avez vu, parce que c'est la réponse de matière. Ici, ce que vous fabriquez, vous allez le vendre, vous allez l'exporter. Oui, oui. Exporter, vendre partout. Dans le monde entier. Oui, le monde entier. Ça va vous rapporter de l'argent. Oui, ça va vous rapporter de l'argent, c'est bien. Parce que l'argent, c'est une puissance. Comme vous avez des puissances mentales, des puissances de toutes sortes de puissances, l'argent aussi, c'est une puissance. Oui. Il faut mettre toutes les puissances au service du divin. Par conséquent, à Auroville aussi, il y aura de l'argent qui circulera. Non, non, il ne circule pas dans Auroville. Nous avons besoin de l'argent pour payer les dépenses à Auroville. C'est tout pas pour circuler. On ne paye pas les gens là-bas. Tous les gens qui travaillent, c'est comme nous. On ne reçoit pas le paiement ici. On travaille seulement pour les gens. Vous êtes un Indien heureux et optimiste en plus. Ah, je suis ici pendant 35 ans, mon vieux. Et je suis, chaque jour, c'est une nouvelle jour. Chaque jour, c'est une nouvelle expérience. C'est comment ça s'appelle? C'est un challenge, vous savez. C'est quelque chose de nouveau. Il n'est pas de question d'être ennuyé ou toutes les choses comme ça. Rien. Chaque jour, apporte quelque chose de nouveau. C'est un constant progrès. Et vous le faites avec foi parce oui, pas seulement avec foi, avec joie. C'est ça qui est le secret, de faire des choses avec joie. Les individus ne verront pas le résultat de vos productions et de vos exportations. Et vous croyez qu'une société peut tenir de cette façon? Pourquoi pas? C'est une expérience, il faut le faire. Il faut commencer une expérience. Alors. Nous avons commencé. Et nous sommes sûrs, parce que cette expérience n'est pas basée sur une idée mentale, vous savez. Toutes les expériences jusqu'à présent, c'était basé sur les idées. Auroville est basé sur l'esprit, quelque chose qui n'est pas une idée mentale, quelque chose qui sort de l'âme. C'est pour ça que ça réussira. Autrement, il est comme tous les autres projets, ça arrive à la même fin. Tous les échecs de toutes les sociétés, de toutes les religions, de toutes les idéologies ne vous effrayent pas? Rien, de tout. C'est difficile à croire, mais c'est vrai, voilà. Ça existe, ce n'est pas une question de mots, c'est une expérience, on vit constamment. Pas de cuisine dans les habitations. Tous les repas sont pris en commun à la cafétéria. La nourriture est le plus souvent végétarienne, l'aliment de base est le riz complet. À la périphérie de la ville, les cultures aurovilliennes sont des cultures biologiques, sans utilisation d'engrais chimiques. Elles permettent actuellement de subvenir pour moitié aux besoins des habitants. Le souci premier d'une humanité à l'écoute de l'avenir est la pédagogie, l'éducation ouverte à la vie. Et effectivement, il n'existe à aucun moment à Auroville de frontière entre enfants et adultes.
Ancien journaliste, Jean Raymond, que la mère a appelé Tanmaya, expérimente depuis 20 ans à l'ashram d'abord, à Auroville ensuite, une méthode nouvelle d'enseignement, l'école du libre progrès. Nos objectifs ne sont pas les objectifs ordinaires, vous le comprendrez facilement. Autrement dit, je crois pouvoir résumer ce que nous recherchons par cette phrase de la mère qui répondait une fois à une question qu'on lui avait posée, absolument semblable à la vôtre, et qui était la suivante: ce que nous voulons, ce que nous cherchons à faire, ce ne sont pas des cerveaux brillants, ce sont des âmes vivantes. Autrement dit, nous cherchons à révéler dans l'enfant cette quatrième dimension dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est pour nous non seulement une dimension spirituelle, mais une dimension de connaissance. C'est-à-dire que pour Sri Aurobindo, n'est-ce pas, cet être psychique, cette partie psychique intérieure, elle contient la vérité de l'être. Et dans la mesure, naturellement, où on entre en contact avec cette vérité, n'est-ce pas, cette vérité intérieure, tous les problèmes qui sont caractéristiques du mental, n'est-ce pas, l'hésitation, cette remise en question permanente, etc., tout ça disparaît, n'est-ce pas. Vous touchez la vérité de votre être, ce pourquoi vous êtes fait, puis vous le manifestez. C'est aussi simple que cela. Évidemment, une fois que le contact est établi. Si vous voulez, il faut que le milieu soit d'une richesse infinie, naturellement, qu'il sollicite constamment l'enfant, hein, et c'est au contact de ce milieu qu'il se révèle. Et alors il se révèle à la mesure de sa vibration intérieure, de sa connaissance intérieure. C'est applicable à n'importe quel enfant. À n'importe quel enfant, n'importe quel homme. Parce qu'il se situe par rapport à lui-même, c'est tout. Vous ne pensez pas que ça peut être dangereux d'appliquer de tels principes, de les expérimenter sur des tout jeunes enfants? Non, au contraire. Qui seront peut-être un jour confrontés à la société qui est tout à fait différente? Certainement pas, parce que dans la mesure où on touche la vérité de son être, on est certainement infiniment mieux armé, n'est-ce pas, pour jaillir à un moment, ou sauter à un moment donné dans le monde, n'est-ce pas, que si on a subi un conditionnement mental. Il y en a tellement qui ont tenté, avec des philosophies, des pensées, des organisations sociales différentes, sans doute que celles que vous venez d'exprimer, un succès pour une société nouvelle et qui ont échoué. Qu'on souhaite beaucoup de chance à cette tentative, mais qu'on ne peut pas ne pas en douter. On en doute pourquoi? Parce que précisément, dans le mental, il y a le doute. C'est même une des caractéristiques, si vous voulez, du mental et de son cheminement. Est-ce que vous n'êtes pas des hommes finalement dangereux parce que vous êtes des hommes de la certitude? Mais c'est une certitude qui s'accomplit progressivement. Alors... Les cours par petits groupes sont un échange permanent entre l'élève et le professeur. Les pédagogues deviennent eux-mêmes étudiants en participant aux cours de leurs collègues. Gabriel Monoherzen enseignait la physique à l'université de Rennes. À Pondichéry, il est devenu un adepte du libre progrès. On raconte, mais je crois que c'est une calomnie, qu'une fois Einstein entre dans une pharmacie et dit au pharmacien: donnez-moi de l'acide acétylsalicylique. Le pharmacien lui dit: ah, vous voulez de l'aspirine? Einstein: c'est assommant, j'oublie toujours ce nom-là. Monsieur Monoherzen, vous faites un cours de physique ou de chimie? Je réponds aux questions qu'on me pose. Il est entendu que en physique, j'en sais peut-être un petit peu plus qu'en autre chose. Maintenant, ils ont parfaitement le droit de poser toutes les questions qui viennent. Alors, je réponds ce que je sais. Si ça n'est pas suffisant, c'est leur faute, c'est pas la mienne, bien entendu. Ce qui est merveilleux, voyez-vous, c'est quand nous sommes 5 comme ça, c'est l'idéal, parce que chacun a le temps de parler. Si nous étions 40, comment ferait-on? Alors, l'utilisation du libre progrès ne peut se faire vraiment bien que si on a assez de moniteurs, si vous voulez, pour faire des groupes assez petits. Sans ça, c'est évidemment difficile, c'est ça la plus grande difficulté de son application. Quand nous sommes comme ça, vous voyez, tout le monde peut parler, et ça va très bien. Est-ce que vous savez déjà quelle profession vous ferez plus tard? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas choisi exactement. Mais tout le monde me dit que tu serais une bonne professeure. Mais je ne vais pas décider, je vais demander à Mère la question. Et comme Mère décide pour moi, je vais le faire. Et c'est elle qui choisira? Parce que je veux qu'elle choisisse, oui. Mère, pour moi, représente... Je ne vais pas dire comme un chef, parce que ça va donner des idées différentes. Mais vous savez le mot indien, gourou? Ouais. Elle est une guide pour moi. Alors, tout ce qu'elle dit,
ben, j'accepte. Vous imaginez que vous allez vous retrouver dans la société indienne et que vous allez pouvoir travailler comme les autres et vivre comme quelqu'un d'autre? Si j'avais continué avec mon intelligence, si j'allais dans la vie ordinaire, si je gagnais beaucoup d'argent, je peux faire tout ça avec mon intelligence. Mais enfin, je n'aurais rien du tout. Ce que je voudrais, je cherche quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que vous cherchez? Ben, qu'est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? C'est ça que je veux trouver. Ici, on dit que trouver son âme, c'est ça qu'il faut trouver. Est-ce que c'est pas un luxe dans un pays où, avant de savoir qui on est, etc., il faudrait essayer, quand on est indien, de lutter pour la transformation de l'Inde, pour que les gens ne crèvent pas comme on les voit crever? Oui, j'ai pensé aussi plusieurs fois à ça. Je vois un Indien qui est à côté de moi, qui n'a pas assez à manger. Et j'ai assez à manger, bien sûr. Alors je pensais, est-ce que je ne peux pas donner tout ce que j'ai un peu à ce Indien? Mais il y a une autre chose aussi là-bas. Il y a beaucoup de Indiens dans l'Inde. Il y a beaucoup de pauvreté dans l'Inde. C'est pas une personne... Je pouvais offrir la richesse. Non, c'est pas la charité. Non, mais je peux transformer peut-être la chose matérielle, la richesse matérielle, je peux apporter. Mais il y a une richesse plus grande à apporter, c'est la richesse de la personne, de l'individualité, c'est-à-dire de l'âme, n'est-ce pas? Ça, c'est Mère qui le dit. Oui, c'est Mère qui a dit. Ceci est plus important que la richesse matérielle. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que si Mère meurt, vous êtes complètement gâché pour une autre vie? Non, je ne crois pas. Parce que ce n'est pas... Par exemple, ici, Mère est là, elle est dans sa chambre. Je ne peux pas communiquer avec elle tout le temps, n'est-ce pas? Mais elle a écrit des livres. Je peux lire les livres. Et je crois dans ces livres. Alors, même si elle se retire ou si elle meurt? Oui, il y a des livres à me guider d'une manière, n'est-ce pas? Alors c'est ça qui peut me guider toujours. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je peux faire? Certaines familles vivent encore à Pondichéry, dans l'attente d'un logement à Auroville, car les crédits manquent. Une subvention de l'UNESCO, une autre du gouvernement indien, les dons des Aurovilliens et des sympathisants, les bénéfices de l'artisanat et de l'industrie, peu de choses finalement pour un projet d'une telle envergure. Le matin, les enfants prennent le car qui les conduit à Auroville. L'après-midi, ils se rendront sur les lieux de travail de leur choix pour regarder et participer sans aucune contrainte. Nous nous trouvons ici dans la dernière école. Cette dernière école porte un nom qui signifie beaucoup de choses. Il montre notre intention profonde de dépasser le niveau actuel de l'éducation qui consiste à envoyer les enfants dans des créations très limitées, un peu en dehors de la société, de les mettre en quelque sorte en quarantaine de la vie. Et notre idéal est avant tout d'ouvrir l'éducation à la vie et de faire qu'il n'y ait plus cette séparation entre la société et les enfants. Donc à partir d'un moment qui n'est pas encore envisagé, il n'y aura absolument plus d'école à Auroville. Oui, c'est ça. Il n'y aura absolument plus d'école à Auroville. Oui, c'est ça, notre idéal. Et nous avons commencé à avancer dans cette direction en ouvrant tous les services aurovilliens aux enfants, toutes les activités en agriculture, tous les petits centres artisanaux sont tous ouverts aux enfants et ils peuvent aller là et recevoir une éducation sur place. Des choses qui sont faites en particulier dans ces ateliers ou dans ces centres. Évidemment, chaque cas doit être envisagé individuellement.
Mais si un enfant vraiment aspire à une connaissance, ben, il n'y a pas de raison qu'on ne lui en donne pas les moyens, quel que soit son âge. Quelle est pour vous la finalité de l'éducation? Eh bien, pour nous, le but de l'éducation, c'est avant tout être. Être, c'est-à-dire être conscient des différents niveaux de conscience qui composent l'humanité en général et l'individu en particulier. Être conscient de notre origine et de notre destinée. C'est en même temps le but des adultes et le but des enfants. C'est-à-dire que la formation et l'éducation sont permanents. Oui, évidemment. Mais à un moment ou à un autre, il faudra avoir une activité concrète, pratique, pour vivre dans Auroville. Comment sera-t-elle choisie, cette activité? Eh bien, une fois que les enfants connaissent à ce point leur ville, parce que tout leur est ouvert, ils ont fait des stages un peu partout, et finalement ils ont préféré rester dans tel service à cause d'une affinité intérieure, et petit à petit ils vont trouver leur place dans la société. Je ne crois pas que cela pose d'énormes problèmes, au contraire. Un des buts de l'éducation dans cette dernière école, c'est de présenter toute connaissance du monde comme connaissance de soi. Shradavan et Thomas, qui sont ici et qui sont responsables de ce qui se passe dans ce bâtiment, essaient de faire ici une éducation très concentrée et la plus silencieuse possible, qui attire seulement certains enfants, pas tous, mais ils cherchent à leur offrir une connaissance du monde de l'intérieur et non plus uniquement de l'extérieur, pas comme un prolongement d'eux-mêmes, sans séparation avec soi-même. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous prenne pour des rêveurs qui ont la chance d'avoir des cobayes? Je ne vois pas en quoi les enfants d'Auroville sont plus cobayes que les enfants des autres écoles dans le monde. Au contraire. À partir du moment où vous offrez une certaine liberté aux enfants, vous ne pouvez plus les considérer comme des cobayes. Votre enseignement repose sur la liberté, n'est-ce pas? Pas exactement, parce que la vraie liberté n'existe que dans la connaissance totale. Vous ne pouvez pas laisser un enfant libre, il ne va rien devenir du tout. Cet enfant est d'une certaine façon le produit de l'environnement et de la société dans laquelle il vit. De la même façon qu'on peut reconnaître des enfants de l'ashram dans le monde, plus tard on pourra reconnaître des enfants d'Auroville. Quelles seront les caractéristiques, nous ne pouvons pas le dire encore. C'est beaucoup trop tôt. Quel âge as-tu? 10 ans. Et combien de temps tu es là? 8 ans. Tu venais de quel pays? Allemagne. Et depuis, tu as passé tes 8 années à Pondichéry et à Auroville. Ouais. Tu parles combien de langues? Je parle anglais, français, hindi. You could speak with me English? Yes. With your parents, what language do you use? English. No, German. Weil sie sind Deutsch. Ja. Und Sie haben nicht Deutsch vergessen? Nee. Haben Sie noch Eltern in Deutschland? Großeltern. Großeltern. Und die sprechen und die schreiben? Ja. Comment sont tes rapports avec tes professeurs? Est-ce que les professeurs sont sévères? Comment sont-ils Non. avec toi? Ils sont gentils. Ils grandent pas. Tu fais ce que tu veux? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans l'ensemble? Je dessine. Et beaucoup de choses. J'écris. Je lis. Je fais les mathématiques.
Est-ce que tu as envie de vivre ailleurs qu'à Auroville? Non. Seulement une place, c'est dans les montagnes. Pourquoi? Parce que c'est joli. Mais tu n'as pas envie d'aller voir ton pays ou d'aller voir la France, dont tu parles la langue? Non. Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur ces pays-là? Qu'est-ce que tu sais? Rien. On m'a pas parlé. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je sais pas encore. Mère va décider. Mère va décider. Ouais. Et toi, tu peux pas, puisque on t'a appris à être libre, tu peux pas choisir toi-même? Je peux, mais je veux pas. Pourquoi? Parce que si je choisis, et si je choisis quelque chose qui n'est pas bon, alors c'est mieux que mère choisit. Est-ce que tu imagines que mère va toujours décider pour toi ce que tu dois faire? Est-ce que faut que tu fasses? Non, mère me dit ce que... Elle me dit ce que je peux faire, puis après, si je ne le veux pas, alors je vais faire quelque chose de faux, et si je veux, je vais faire quelque chose de bien. Mère, est-ce que c'est comme ta grand-mère qui est en Allemagne? Non. Et qu'est-ce que c'est? C'est comme ma mère, mon amie. Comme celle-là qui me dit quoi faire. Quand tu vas être grande et que tu auras l'âge d'une grande jeune fille, est-ce que tu voudras avoir des enfants? Non. Hein? Je sais pas si mère veut, alors je vais. Si mère dit non, alors non. Mais mère a dit que c'est mieux de ne pas avoir d'enfants. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est quelque chose de vieux, il faut faire quelque chose de nouveau. Je sais pas bien. Mon père sait. Oui, mais quand tu seras plus grande, tu n'auras ni ton père, ni ta mère, ni la mère à côté de toi? Oui, j'aurai la mère. Mère est toujours partout. Elle a des yeux partout, elle est présente partout dans toutes tes décisions. La nuit, tu penses à la mère? Oui. Et quand c'est pas bien, tu penses à la mère? Tu as peur de la mère? Non. Tu n'as pas peur d'elle? Parce que je sais qu'elle me ferait rien. Si elle me fait quelque chose, c'est parce que ça doit être comme ça. Orocarl, Orosson, Oromonica, Orofilio. Nés à Auroville, ces enfants sont inscrits sur le registre de la ville, mais ils n'ont aucune existence légale pour le gouvernement indien et pas de passeport. Ils ignorent les mots de frontière, de pays, de race, et ils vivent sous le regard omniprésent d'Aurobindo et de la mer. Si vous aviez enseigné en France, est-ce que vous auriez mis dans votre classe, comme ici chez Aurobindo et la mer, des portraits de Jésus, de la Vierge, des croix, etc. Est-ce que vous auriez travaillé dans une atmosphère aussi religieuse? Non, ce n'est pas dans une atmosphère aussi religieuse, il faut reprendre le mot. Et en France, j'aurais sans doute absolument rien mis, car ça ne correspondait à rien de vrai pour moi. Mais cette question-là,
Je me la suis posée en arrivant. Elle m'a heurtée comme elle heurte la plupart des gens qui arrivent. Il y a partout des photos de mer, de Sri Aurobindo, etc. Jusqu'au jour où vous comprenez que, enfin pour moi personnellement en tout cas, c'est une aide, réellement. Une aide pour essayer d'être réellement sincère avec vous-même, avec ce que vous faites, et que ce que vous faites soit réellement l'expression de l'intérieur. Vous avez besoin de ça? C'est une aide, pour moi en tout cas. Tous les rapports que l'on a avec nos enfants, tous les rapports que l'on a entre nous sont établis en fait sur une base vraie. Et on le voit dans la plupart des couples qui sont venus ici. Il y en a très peu qui ont tenu, très très peu. Parce qu'il n'y avait plus tous ces artifices qui font que vous restez ensemble en Europe. Ça va pas mal. Ici, il faut qu'il y ait un accord très profond pour qu'on reste ensemble. Sinon, pourquoi rester ensemble? Qu'est-ce que ça... Et quelle est la source de cette unité alors, dans le couple? C'est cette recherche intérieure, ce travail qui est fait non pas pour soi et pour satisfaire son ego, bien que on l'a tous et on travaille, mais avec le plus de détachement des intérêts, de faire tout pour une offrande, pour que le travail soit pour le monde, pour tout le monde, pour nous tous. Et à ce moment-là, alors, quand on arrive à faire une toute petite minute comme ça, c'est très beau. Et on est seulement à ce moment-là, on est bien soi-même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour ceux qui peuvent recevoir ce que vous dites, vous pouvez passer pour des illuminés ou des fous? Si, ma propre mère me traite d'illuminés, de fous, qu'il n'y a que nous qui peuvent y croire, que les autres, ils trouvent que c'est très bien, mais qu'ils restent en France, etc. Alors... Et alors? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis bien. En vérité, c'est le temps de la grande aventure. Le monde est fermé. Il n'y a plus d'aventure au dehors. Seuls, les robots vont sur la Lune. Et nos frontières sont partout gardées. À Rome ou à Rangoon, les mêmes fonctionnaires de la grande mécanique nous surveillent, poinçonnent nos cartes, vérifient nos têtes et fouillent nos poches. Il n'y a plus d'aventure au dehors. L'aventure est dedans. Est-ce que vous voulez me rappeler votre itinéraire personnel jusqu'à Auroville? Qui êtes-vous? Je suis où j'étais, je ne vais pas quoi dire, je peux dire que je suis un prêtre catholique et j'étais franciscain pendant 15 ans. Je suis venu aux Indes en 68 comme missionnaire. On peut dire comme missionnaire et comme sociologue pour travailler dans le travail social à l'Inde. Et parce qu'il y a, on peut dire, une crise dans les églises, spécialement dans mon pays, la Hollande, j'ai cherché de
valeur spirituelle à l'Inde parce que j'avais la chance, parce que j'étais ici pour une autre chose, mais j'ai pris l'opportunité. J'ai étudié le yoga. Vous vivez une vie chrétienne ici? On ne l'appelle pas vie chrétienne parce qu'on veut dépasser la religion, mais il y a beaucoup d'éléments que je reconnais, pas seulement reconnais, mais maintenant je suis en train de découvrir la vraie meaning, la vraie signification, oui. Et je sens que je suis plus proche aussi de la Bible et du Christ que j'ai jamais été. Par exemple, si vous voulez, nous avions les 3 vœux religieux, l'obéissance. On peut dire que maintenant, je suis en train de découvrir plus fort que ça veut dire l'obéissance. Ça veut dire être totalement dans la main de quelqu'un qui peut te guider. Stella Maître et Sri Aurobindo qui sont vraiment pour nous les gourous, les guides et les supérieurs. On peut se donner totalement dans leurs mains et on sent, on expérimente que c'est meilleur que... Alors l'obéissance, il y a la chasteté, la pauvreté et vous les vivez? Pas vraiment, on essaie, mais ici j'ai découvert plus clairement ce que le but. Et on voit ici à Auroville, on expérimente qu'il faut vraiment dépasser la vie sexuelle, qu'il faut chercher un autre mode de s'exprimer comme homme, comme femme, et dans des communautés, qu'il faut chercher une nouvelle mode de vivre la vie humaine. Et aussi, la mère a dit, Auroville est un endroit où on peut expérimenter la liberté de vivre sans possession. Et c'est ça que je n'ai jamais découvert, aussi comme franciscains qui ont la pauvreté comme mode de vivre. Ici, on expérimente qu'on a besoin de moins et moins, parce qu'on a la vie collective, qu'on a la nature qui est une expression vraiment expérimentée de la divinité. Est-ce que pour vous, le christianisme est un moment historiquement dépassé? Oui. Et c'est ça que j'ai découvert ici, en disant Sri Aurobindo, que nous sommes en train d'entrer dans un nouvel âge, une nouvelle phase de développement de l'évolution. Est-ce que pour l'Église catholique, vous ne représentez pas une sorte de danger? Oui, Auroville est vraiment un danger pour l'Église, oui, parce que ça veut dépasser et démolir l'Église, vraiment. Mais vous, chrétiens, ça ne vous effraie pas? Non, parce que moi j'ai trouvé une autre chose qui dépasse toutes mes expériences antérieures. Et non, ça me donne toute la paix et toute la croyance que c'est vraiment une chose de la future que nous commençons ici, que nous observons ici dans ce que nous faisons, ou ce qu'il nous faut faire, la base d'une nouvel âge, d'une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité, Aurobindo la promet aussi différente de l'humanité actuelle que nous le sommes des animaux. Non un progrès, mais une totale transformation qu'il est du devoir de chacun d'accélérer. Alors plus de rapport de force, plus d'égoïsme, mais une conscience collective, un moi unique et uni. Auroville pense déjà être ce laboratoire du monde futur, ambition gigantesque confrontée aux impératifs quotidiens. Pour le moment, Auroville est placé sous la loi indienne. Comment vous voyez l'évolution de son statut?
assurément, actuellement, dans le contexte indien, puisque la ville est située dans le territoire de l'Inde. Mais n'oublions pas que les objectifs à terme, c'est de faire une cité internationale, la première cité de la liberté, la première cité du monde, où il n'y aura pas de passeport, où il n'y aura pas de nationalité. Donc, y entrera qui voudra. Il y entrera les gens de bonne volonté, les gens prêts à faire l'expérience, les gens décidés à vouloir changer leurs conditions d'homme, parce qu'ils ont assez d'être un homme limité. Et je crois que c'est en fait ça qui est essentiel avant de rentrer, de frapper la porte à Auroville, c'est d'avoir assez d'être un homme, tout bêtement. C'est pas si simple d'en prendre conscience. Alors le statut international de Auroville, quel sera-t-il? Est-ce qu'on peut envisager cette œuvre, Auroville, sans référence à la pensée d'Aurobindo et à ce que nous avons constaté, cette adoration d'un principe central? Je ne crois pas. Je crois que Auroville, sans la certitude que l'homme n'est pas arrivé à la finalité de son évolution, et ça c'est avant tout la pensée d'Aurobindo, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut, je crois, vivre une expérience avant tout intérieure, et c'est avant tout ça, là, Auroville. C'est une aventure intérieure, c'est une redécouverte de soi. C'est à partir d'une transformation de l'individu au niveau personnel qu'une société peut se transformer. Autrement, ça ne veut rien dire. Et je pense que la majorité des gens sont dans ce même état d'esprit. Et est-ce qu'on peut concevoir Auroville comme une sorte d'île de paix, de sérénité, de liberté dans un monde en folie et chaotique? Non. Je pense que ça serait à l'encontre même de l'idée, encore une fois. Auroville, ça se veut une expérience, je crois, essentiellement au niveau d'une libération de l'homme. Et si l'expérience est concluante, ce qui reste à démontrer, et personnellement, je crois que tout le monde est convaincu de cette nécessité, Auroville va se définir à travers d'autres Aurovilles dans l'avenir. C'est-à-dire que si Auroville est un succès comme nous le pensons, l'objectif d'Auroville, c'est de créer d'autres Aurovilles dans le monde qui seront appropriées à leurs conditions géographiques, bien sûr, et humaines, mais c'est une entreprise en marche. जयतु स भगवान्यः पूर्णभागो रविन्दो जयतु धवलशोभा लोकधात्री निराम्बा जयतु लसतु भूमा श्वेतयो पूर्णयोगो जयतु तदनुगामी भाग्यवान् रात्रिवर्गे उल्लासयन् कुवलयं धवलस्मितेन निघ्नन्तमासि महसा तपने स्थितेन आगामि चित्रबहुलौ कुशलौ दधाना श्रीमान् विभाति भगवान् अरविन्दनाथ दुर्दर्शसारमपि दृष्टिपथो नयन्ति दिव्यारविन्दनयनप्रभवा सुवर्णा Je vous convie à la grande aventure. Il s'agit
d'une création nouvelle, entièrement nouvelle, avec tout ce qu'elle comporte d'imprévu, de risques, d'aléas. Une vraie aventure dont le but est une victoire certaine, mais dont la route est inconnue et doit être tracée pas à pas dans l'inexploré. Si ça vous intéresse, eh bien, on s'embarque. Ce qui vous arrivera demain, je n'en sais rien. Il faut laisser de côté tout ce que l'on a prévu, tout ce que l'on a combiné, tout ce que l'on a bâti, et puis se mettre en marche dans l'inconnu et advienne que pourra.